Bonjour et bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence gratuite sur les accidents du travail et surtout quelles sont les nouveautés sur les accidents du travail vous concernant vous, employeur. Je suis Mylène Volpiac, je suis ambassadrice Jury Travail et je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexandra Marion. Bonjour Alexandra. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Alexandra qui est juriste expert chez Jury Travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit tour d'horizon sur Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Jury Travail, c'est quoi? C'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes, dont Alexandra, et plus de 700 avocats qui, chaque jour, décryptent l'actualité juridique et rédigent des dossiers, des modèles de lettres, des modèles de contrats qui vont pouvoir vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. L'ensemble de nos experts vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Et aujourd'hui, nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et qui utilisent nos services au quotidien. Donc, quels sont-ils nos services? Nous avons créé 2 formules spécialement pour les professionnels. La formule Pro et la formule Premium qui vont vous permettre de contacter un juriste, quelle que soit votre question, et de discuter avec lui de cas particuliers. Vous pourrez, grâce à ces formules, accéder à toute notre base documentaire, nos dossiers, modèles de lettres, modèles de contrats qui sont régulièrement mis à jour, bien évidemment, par nos juristes, des derniers textes de loi ou des dernières réformes. Et enfin, vous pourrez profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement, à l'issue de la webconférence, à aller sur le site de Jury Travail. Elodie, dans le chat, va vous envoyer d'ailleurs le lien direct pour aller découvrir quelles sont nos formules et bien sûr choisir celle qui vous correspond le mieux et correspond le mieux à votre entreprise. Nous, les présentations étant faites, nous allons pouvoir du coup rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les accidents du travail. Quelques chiffres du coup en préambule. 564 189, c'est le nombre d'accidents du travail en 2022 selon le site de l'assurance maladie. C'est beaucoup, dont malheureusement 738 accidents mortels. Les secteurs les plus touchés en France vont être la santé, le nettoyage, le travail temporaire, suivi de l'alimentation, le transport ou encore le BTP. Afin de réduire et de prévenir bien évidemment le nombre d'accidents et surtout d'éviter les accidents mortels, il y a tout un ensemble de procédures, de lois qui vont vous aider du coup à gérer ce type d'incident au quotidien. Nous allons voir du coup avec Alexandra comment prévenir les accidents du travail, quel est votre rôle, vous en tant qu'employeur, s'il y a un accident sur votre entreprise et quels sont vos obligations. Et nous verrons également ce que prévoit le gouvernement pour réduire le nombre d'accidents au travail. Pour traiter ce vaste sujet qui a de nombreuses lois, de nombreuses procédures et beaucoup de jurisprudence, nous allons le traiter du coup en 6 grandes parties. La première, Alexandra va nous définir réellement ce qu'est un accident du travail et les nuances qu'il y a avec l'accident de trajet ou la maladie professionnelle. Nous allons faire un vrai focus ensuite sur votre rôle et vos obligations. Qu'est-ce que les accidents du travail bénins? Comment prévenir les accidents du travail? Quelle est votre responsabilité? Et si vous ne mettez pas en place des mesures de prévention, quelles sont les sanctions auxquelles vous vous exposez? En 5e partie, nous ferons une partie vrai-faux avec des cas très opérationnels que vous allez pouvoir rencontrer dans votre entreprise. Et ensuite, nous répondrons à vos questions. Je vous l'ai dit, le sujet est très vaste. Il y a beaucoup de choses techniques du coup qu'Alexandra va nous présenter. Il est possible du coup que l'on déborde de quelques minutes, mais nous prendrons quand même le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. Avant de rentrer dans notre première partie, un petit sondage que je vais vous activer du coup tout de suite, auquel Alexandra
va nous répondre, hop, en fin de webconférence, le gouvernement envisage de mettre un délai de carence en cas d'arrêt maladie pour accident du travail. Vrai ou faux? Vous pouvez répondre du coup à ce sondage dans l'onglet sondage que vous avez en bas à droite de votre écran. Pour poser vos questions tout au long de la webconférence, vous avez l'onglet également questions en bas à droite. N'hésitez pas du coup à les poser pour prendre le temps, comme je vous l'ai dit, en fin de webconférence. Alexandra, du coup, si tu le veux bien, nous allons pouvoir démarrer avec notre premier point, qui est donc les définitions et les différences avec l'accident de trajet et la maladie professionnelle. Et dans un premier temps, du coup, qu'est-ce qu'un accident du travail ? Alors, selon le Code de la sécurité sociale, puisque les accidents du travail sont encadrés notamment par le Code de la sécurité sociale, un accident du travail, c'est un accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail, et ce, quelle qu'en soit la cause, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Donc cette définition, elle est très généraliste et elle a fait l'objet de nombreuses précisions jurisprudentielles au fil du temps. D'ailleurs, à ce titre, donc la Cour de cassation en fait considère que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il va résulter une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Donc concrètement, plusieurs éléments doivent être réunis pour que l'accident du travail soit caractérisé. Il faut un fait accidentel, une lésion et que l'accident soit survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Donc on va reprendre un petit peu dans le détail ces critères-là. Donc tout d'abord, concernant le fait accidentel. En principe, il doit s'agir d'un fait soudain et imprévu, mais auquel on peut conférer une date certaine. Donc, c'est-à-dire que le fait qui est à l'origine de l'accident doit pouvoir être daté précisément. Néanmoins, la Cour de cassation a admis qu'un accident du travail puisse aussi résulter d'une succession d'événements. Donc pour vous donner un cas concret, ça a été le cas notamment à l'occasion d'une affaire qui portait sur une sclérose en plaques qui s'est manifestée chez une salariée suite à plusieurs injections de vaccins contre l'hépatite B. Donc ce vaccin avait été rendu obligatoire pour cette salariée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Et donc dans ce cas-là, la Cour de cassation a considéré que les différentes injections constituaient une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, et elle a donc estimé qu'il s'agissait bien d'un accident du travail. Ensuite, deuxième point, il faut pour qu'un accident du travail soit caractérisé, une lésion. Donc cette lésion, elle doit résulter de l'accident en question. Donc la notion de lésion, elle est entendue au sens large. Elle peut très bien être d'ordre physique, mais également d'ordre psychique. Donc, lorsqu'elle est d'ordre physique, elle peut désigner aussi bien un traumatisme apparent, donc ça peut être une plaie, une brûlure, qu'un traumatisme interne, donc par exemple une hernie discale ou encore un infarctus. La lésion physique, elle va aussi pouvoir se manifester par une douleur ou encore un malaise. La lésion occasionnée peut aussi, on l'a dit, être d'ordre psychique. Là, en effet, la Caisse nationale d'assurance maladie a effectivement admis, dans certains cas, la prise en charge au titre des accidents du travail des traumatismes psychologiques. Et autre précision importante, la lésion en question doit apparaître dans un temps qui est proche de l'accident. Donc par exemple, un salarié ne pourra pas invoquer une lésion qui est apparue par exemple 6 mois après un accident pour en demander la reconnaissance en tant qu'accident du travail. Il faut vraiment que cette lésion apparaisse dans un temps assez proche de l'accident. Et enfin, dernier point, il faut du coup que cet accident survienne par le fait ou à l'occasion du travail.
Donc cela implique deux choses. D'une part, ça implique l'existence d'un lien de subordination entre le salarié victime et l'employeur au moment où l'accident se produit. Donc ce lien de subordination, il va exister dès lors qu'un contrat de travail est en cours d'exécution. Ce qui signifie qu'un accident du travail peut être reconnu dès qu'un contrat de travail est signé entre les parties, et ce, même s'il survient, par exemple, pendant la période d'essai ou en période de préavis, notamment, par exemple, pour un salarié qui est en préavis de licenciement ou en préavis de démission, s'il n'a pas été dispensé. En revanche, lorsque le contrat de travail est suspendu, par exemple pour congé payé, pour maternité ou encore pour une maladie non professionnelle, en principe, il n'y a pas d'accident du travail, sauf si le salarié se trouve placé à ce moment donné sous l'autorité de l'employeur. Par exemple, très récemment, la Cour de cassation a admis qu'il y avait bien un accident du travail concernant une salariée en fait qui était en arrêt maladie et qui s'est rendue à un entretien préalable à sanction disciplinaire. À l'occasion de cet entretien, elle a fait un malaise et la Cour de cassation a estimé qu'il s'agissait bien d'un accident du travail. Et pour autant, son contrat a été suspendu, mais le fait qu'elle se rende dans les locaux de l'entreprise pour passer cet entretien, du coup, a permis la reconnaissance de cet accident comme accident du travail. Autre chose, le fait que le salarié soit placé, que l'accident survienne par le fait ou à l'occasion du travail, ça suppose aussi que le salarié soit placé sous l'autorité de l'employeur au moment de l'accident. Donc, par principe, l'accident qui va survenir pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, il sera présumé d'origine professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la notion de temps de travail ? Le temps de travail, il correspond ni plus ni moins à l'horaire de travail du salarié, c'est-à-dire le temps pendant lequel celui-ci est au service de son employeur, mais pas seulement. Les juges apprécient plus largement cette notion de temps de travail. Effectivement, il peut aussi s'agir par exemple de temps qui précèdent le début du travail ou des temps qui suivent la fin du travail. Mais ce sont là encore des temps à rapprocher. Il peut aussi s'agir des temps de repas ou encore des temps de pause. Quant à la notion du lieu de travail, donc elle correspond aux locaux où s'effectue le travail, évidemment, donc ça va être un bureau, ça peut être un chantier, un atelier, mais pas seulement. Là encore, les juges apprécient largement la notion de lieu de travail, donc il va pouvoir s'agir également des dépendances de l'entreprise, que ce soit par exemple des aires de stationnement, des voies d'accès intérieures, ça peut être aussi la cantine d'entreprise. Donc là, ces deux critères de temps et de lieu de travail sont en principe étroitement liés. Mais, il y a toujours un mais en accident du travail, en fonction des circonstances, les juges peuvent également parfois reconnaître le caractère professionnel d'un accident, alors même que l'un de ces critères de temps ou de lieu fait défaut. Donc, c'est-à-dire l'accident va survenir en dehors du temps de travail, mais sur le lieu de travail, ou sur le lieu de travail, mais en dehors du temps de travail. Il arrive, du coup, que la Cour de cassation reconnaisse cet accident comme accident du travail dès lors que le salarié se trouvait, au moment de l'accident, toujours placé sous l'autorité de l'employeur. Donc c'est là que réside vraiment toute la difficulté en matière d'accident du travail. Il y a de très nombreuses illustrations jurisprudentielles qui ont été établies par la Cour de cassation au fil des années. Et évidemment, on ne peut pas tout aborder ici. Sinon, on part pour un cours magistral de plusieurs heures. Donc, je vous invite vivement à télécharger notre dossier qui est dédié aux accidents du travail. Dedans, vous pourrez y trouver justement de nombreux arrêts de la Cour de cassation qui précisent tout cela et qui abordent des cas divers et variés. Et vous pouvez aussi, si toutefois les réponses apportées dans ce dossier ne vous suffisent pas, contacter nos juristes par téléphone qui se feront un plaisir de vous informer sur ce sujet. Exactement, merci Alexandra. D'ailleurs, pour contacter nos juristes, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Élodie va vous envoyer le lien. Votre première question auprès de nos juristes est gratuite et ils vous répondront du coup le plus rapidement possible. N'hésitez pas du coup à le faire si vous avez un cas bien spécifique au sein de votre entreprise.
Merci Alexandra, c'était vraiment très clair pour cette définition. Prochaine question, qu'est-ce que la présomption d'imputabilité qui s'applique en cas d'accident du travail? Donc, à partir du moment où un accident survient dans les conditions requises qu'on a évoquées juste avant, donc c'est-à-dire quand il y a un fait accidentel qui peut être daté avec précision, qui est à l'origine d'une lésion et que ce fait survient par le fait ou à l'occasion du travail, cet accident est présumé imputable au travail. Autrement dit, l'accident bénéficie d'une présomption d'imputabilité, ça veut dire que son caractère professionnel est établi d'office. Ça signifie que le salarié n'aura pas à établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et son travail dès lors qu'il est en mesure d'apporter la preuve de la matérialité des faits. Je m'explique. En gros, le salarié va seulement devoir établir la réalité d'un accident au temps et au lieu de travail et de la lésion dont il souffre. Donc cette preuve de la matérialité des faits, elle peut être apportée par tout moyen. Donc ça va être par exemple un certificat médical, des témoignages de collègues qui étaient présents au moment et au temps de l'accident. Mais l'employeur a la possibilité d'écarter cette présomption d'imputabilité en prouvant l'absence de lien entre l'accident et le travail. Donc pour cela, il doit parvenir à établir que l'accident, même s'il intervient au temps et au lieu de travail, est étranger à l'activité professionnelle du salarié. Donc pour cela, il va pouvoir démontrer que le salarié victime, par exemple, n'était plus sous son autorité lors de la survenance de l'accident, ou encore que la lésion a une origine autre que l'activité professionnelle. Donc, lorsqu'un accident survient dans l'entreprise, il est vivement recommandé à l'employeur de rassembler des éléments qui pourront lui permettre par la suite d'écarter cette présomption d'imputabilité. Donc, ces éléments peuvent être de nature diverse. Ça peut être des témoignages, là encore, de personnes présentes lors de l'accident. Ça peut être des photographies des conditions de l'accident et également une constatation faite par un huissier, par exemple. Merci Alexandra. Peux-tu nous expliquer désormais quelle est la différence entre l'accident du travail et la maladie professionnelle, s'il te plaît? Alors, la principale différence, elle réside dans le fait que l'accident du travail se produit à un instant précis, comme on l'a dit juste avant, alors que la maladie professionnelle n'a pas forcément une date certaine. L'accident du travail, lui, va se caractériser par un fait accidentel soudain et imprévu, alors que la maladie professionnelle, elle se développe dans la durée, c'est quelque chose qui est progressif et évolutif généralement. Très clair. Maintenant, quelle est la différence entre l'accident de trajet et l'accident du travail? Alors, l'accident de trajet, il va distinguer de l'accident du travail en ce qu'il n'est pas survenu sur le lieu de travail du salarié ni au temps de travail du salarié. L'accident de trajet, il survient sur le trajet aller-retour du salarié entre son lieu de travail et soit sa résidence principale ou une résidence secondaire qui présente un caractère de stabilité ou même tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial. Ou soit l'accident de trajet, c'est celui qui survient entre le trajet aller-retour entre son lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas. Donc ça va être le restaurant, la cantine d'entreprise ou tout autre lieu voilà, habituellement où il prend les repas. Donc par contre, il ne faut pas que le parcours qui est habituellement emprunté par le salarié ait été interrompu ou détourné par un motif qui est dicté par l'intérêt personnel du salarié et qui est étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l'emploi. Une autre différence entre l'accident de trajet et l'accident de travail, c'est que lorsqu'un accident de trajet débouche sur un arrêt de travail, le contrat de travail du salarié n'est pas suspendu pendant la durée de l'arrêt. Ce qui, en revanche, est le cas lorsqu'il y a un arrêt de travail pour accident du travail. Dans ce cas-là, le contrat est suspendu. Mais ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un accident de trajet.
En cas d'arrêt pour accident de trajet, le salarié ne peut pas prétendre aux dispositions protectrices du Code de travail qui sont prévues pendant cette période de suspension, à savoir l'impossibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail en dehors d'un cas de faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif qui est étranger à l'accident. Et enfin, une troisième différence entre les deux, c'est qu'en cas d'accident de trajet, le salarié ne bénéficie pas de la suppression du délai de carence de 7 jours s'agissant du versement des indemnités complémentaires versées par l'employeur, ce qu'on appelle le maintien de salaire. En cas d'accident du travail, le salarié bénéficie du versement des indemnités complémentaires dès le premier jour de l'arrêt de travail. Par contre, en cas d'accident de trajet, il faut attendre un délai de carence de 7 jours. Merci beaucoup Alexandra. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions sur les accidents du trajet dans le cadre du télétravail. Sachez que cette question sera abordée par Alexandra du coup dans notre partie vrai-faux. Et n'hésitez pas également à poser des questions si vous avez des choses un petit peu plus spécifiques. Nous allons pouvoir passer à notre seconde du coup partie sur votre rôle et vos obligations en tant qu'employeur. Et donc, tout naturellement, quelles obligations l'employeur a-t-il lorsque survient un accident du travail dans l'entreprise ? Alors, il y en a plusieurs. Donc la première, dès lors que l'employeur ou l'un de ses préposés est informé de l'accident, il doit déclarer celui-ci à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime, et ce, dans un délai de 48 heures. Donc dans ce délai de 48 heures, les dimanches et jours fériés ne sont pas compris, ils ne comptent pas. Les entreprises peuvent réaliser leur déclaration d'accident du travail en ligne via le compte Net Entreprise. Donc, pour accéder au service de déclaration d'accident du travail en ligne, elles doivent par contre obligatoirement avoir obtenu une double habilitation sur netentreprise.fr. Donc, une première habilitation à la déclaration d'accident du travail ou de trajet et une seconde habilitation au compte entreprise qui s'appelle Vos démarches maladie et risques professionnels. Si par contre elles n'ont pas encore obtenu ces habilitations, elles ont toujours la possibilité évidemment d'adresser l'imprimé S6200 intitulé Déclaration d'accident du travail ou d'accident de trajet, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, là encore toujours auprès de la CPM à laquelle est rattaché le salarié. Et il faut savoir aussi que cette déclaration d'accident du travail, elle est en principe obligatoire, sauf exception particulière. En effet, en cas d'inscription de l'accident sur le registre des accidents du travail bénin, cette déclaration d'accident du travail peut ne pas être obligatoire. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans un point qui est dédié par la suite aux accidents du travail bénin. Et enfin, sachez que le fait pour un employeur de ne pas déclarer l'accident du travail à la CPM ou de réaliser cette déclaration hors délai est passible d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, donc ce qui correspond à 750 € pour les personnes physiques et 3 750 € pour les personnes morales. Voilà. Ensuite, seconde obligation, vous devez transmettre une feuille de soins aux salariés. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la feuille d'accident du travail. Donc ce document permet à votre salarié de ne pas avoir à faire l'avance des frais chez les différents praticiens chez qui il peut se rendre pour les soins et examens qui sont liés à son accident du travail. Troisième obligation, vous devez évidemment signaler cet arrêt de travail en DSN. Donc DSN, déclaration sociale nominative. Donc lorsque l'accident du travail entraîne un arrêt de travail, ce qui n'est pas nécessairement le cas, il peut très bien y avoir des accidents de travail sans arrêt de travail, c'est possible, mais en l'occurrence, lorsqu'il y a un arrêt de travail qui en découle, l'employeur doit transmettre une déclaration sociale nominative pour signaler cet événement, c'est ce qu'on appelle la DSN signalement d'événement, et elle doit être transmise dans un délai de 5 jours qui suivent l'événement.
C'est obligatoire puisque ce sont les informations transmises via cette DSN qui vont permettre à la CPM de calculer le montant des indemnités journalières qui vont être versées aux salariés au cours de l'arrêt. Donc concrètement, c'est ce qui remplace l'envoi de l'attestation de salaire sous format papier. Si toutefois, pour X raisons, l'entreprise n'a pas la possibilité de transmettre une DSN signalement d'événement, elle a évidemment, là encore, toujours la possibilité de transmettre cette attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières sous format papier à la CPM. Autre obligation, on y reviendra un peu plus tard, mais je la mentionne quand même ici. En cas d'accident du travail mortel, les employeurs ont, depuis le 12 juin 2023, l'obligation d'informer l'inspection du travail de la survenue d'un tel accident. C'est obligatoire, donc on va y revenir. Également, une autre obligation, c'est celle d'informer le comité social et économique. Donc là, c'est lorsqu'un accident du travail est reconnu par la CPM. Donc on est déjà au stade de la procédure de reconnaissance qui a avancé. Là, l'employeur devra informer le comité social et économique qui va, lui, pouvoir réaliser éventuellement une enquête. Cette enquête aura pour but d'identifier, par exemple, différents facteurs qui ont pu être à l'origine de cet accident, de mettre aussi en place d'autres mesures de prévention pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise par la suite, ou encore d'améliorer les conditions de travail des salariés. Et enfin, dernière obligation importante qui me semble de mentionner, c'est la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, lorsqu'un accident survient dans l'entreprise, l'employeur doit vérifier si le risque qui est à l'origine de cet accident du travail était déjà retranscrit dans le document unique de l'entreprise, mais également si les mesures de prévention et de protection prévues, le cas échéant, sont suffisantes. Lorsque ce n'est pas le cas, donc lorsque le risque à l'origine de l'accident n'était pas mentionné dans le DUR ou lorsqu'il n'y avait pas de mesures de prévention et de protection prévues, dans ce cas-là, une mise à jour du DUR s'impose. Et je rappelle que le document unique d'évaluation des risques doit être mis à jour de toute façon, quoi qu'il en soit, lorsqu'une information supplémentaire qui intéresse l'évaluation des risques dans une unité de travail est portée à la connaissance de l'employeur. Donc, il fait l'objet d'une mise à jour de toute façon régulière. Et le fait de ne pas mettre à jour le DUR est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, ce qui correspond à une amende de 1 500 €. Merci beaucoup Alexandra pour ce récapitulatif de la procédure. Peux-tu nous en dire plus cette fois sur l'obligation en cas d'accident mortel au travail? Oui. Alors, cette obligation, c'est une obligation qui existe depuis le 12 juin 2023. Donc, en cas d'accident du travail mortel, l'employeur doit informer l'inspection du travail de la survenance d'un tel accident. Donc, il dispose d'un délai de 12 heures suivant le décès du salarié pour informer l'inspection du travail, sauf si l'employeur établit qu'il n'a pas pu avoir connaissance du décès avant l'expiration de ce délai de 12 heures. S'il en a eu connaissance que postérieurement à l'expiration de ce délai, dans ce cas-là, il a un délai supplémentaire. On va y venir juste après. Donc, c'est un délai quand même 12 heures qui est relativement court et pour cause, l'objectif, c'est vraiment de préserver la qualité des procédures relatives aux accidents du travail et de lutter aussi contre l'altération des preuves. Donc, quand l'employeur a eu connaissance de la survenance de l'accident mortel plus de 12 heures après l'événement, dans ce cas-là, ce délai de 12 heures dont il dispose pour informer l'inspection du travail, il va courir à compter du moment où il a eu connaissance du décès du travailleur. Donc l'inspection du travail à informer, c'est celle qui est compétente pour intervenir sur le lieu de survenance de l'accident. Donc généralement, c'est celle qui est établie, on va dire, dans le même département que l'établissement où a lieu l'accident.
Donc, cette information, elle doit être communiquée à l'inspection du travail par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi. Donc concrètement, là, il est recommandé aux employeurs d'adresser directement un mail à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRETS, qui est compétente. Et ensuite d'assurer également la preuve de sa démarche avec un courrier recommandé avec accusé réception. L'information donc qui est transmise à l'inspection du travail concernant la survenance de cet accident mortel, elle doit comporter certains éléments, notamment donc le nom ou la raison sociale, ainsi que les adresses postales et électroniques, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le travailleur au moment de l'accident. Il va falloir aussi que cette information contienne, le cas échéant, le nom ou la raison sociale, ainsi là encore que les adresses postales et électroniques, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'accident s'est produit, si toutefois celui-ci est différent de l'entreprise ou de l'établissement employeur. Il faudra aussi mentionner les noms, prénoms, date de naissance de la victime. Préciser les circonstances de l'accident et notamment la date, l'heure et le lieu. Et enfin, l'identité et les coordonnées des témoins, si toutefois il y en a, pour qu'ensuite l'inspection du travail puisse éventuellement les contacter pour avoir des précisions concernant les circonstances de l'accident. Si l'employeur ne transmet pas ces informations à l'inspection du travail alors qu'il a eu connaissance du décès du travailleur dans le délai légal de 12 heures, il encourt des sanctions. Il faut savoir qu'un tel manquement est puni d'une amende pour les contraventions de 5e classe, donc 1 500 €. Et en cas de récidive dans le délai de 1 an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, l'amende sera doublée et du coup portée à 3 000 €. Merci beaucoup Alexandra, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette procédure dans notre dossier sur les accidents du travail, dans le lien que vous a envoyé Elodie sur le chat, et c'est un guide qui a été créé et rédigé d'ailleurs par Alexandra, notre experte en la question. Que peut faire l'employeur cette fois s'il estime que l'accident du travail n'est pas en lien avec le travail, avec son travail? Alors, lorsque l'employeur estime que l'accident dont a été victime le salarié n'est pas en lien avec son travail, il a la possibilité d'émettre des réserves motivées sur l'origine professionnelle de l'accident, et ce, dès le début de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail. Donc, au moment où vous effectuez, par exemple, votre déclaration d'accident du travail, vous pouvez d'ores et déjà émettre des réserves motivées. Mais quoi qu'il en soit, vous devrez, si vous ne les formulez pas en même temps que la DAT, vous devrez de toute façon les formuler dans un délai de 10 jours suivant la date de la déclaration d'accident du travail. Donc, c'est soit vous les formulez de suite quand vous effectuez votre DAT, soit vous avez un délai de 10 jours à compter de la DAT pour les réaliser. Donc, il faut savoir que l'objectif des réserves, c'est pas d'apporter la preuve que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu de travail, ou de prouver l'existence d'une cause étrangère au travail, mais bien de faire part à la CPAM de vos constatations. Donc, par exemple, peuvent être considérées comme des réserves motivées le fait pour l'employeur d'observer qu'aucun témoin ne peut confirmer les déclarations du salarié. Il était tout seul quand l'accident est survenu, personne ne peut confirmer ses dires. Là, vous pouvez éventuellement émettre une réserve en vous disant, voilà, personne ne peut confirmer, est-ce qu'il y a réellement eu accident au temps et au lieu de travail? Ensuite, ça peut être aussi le fait pour l'employeur d'avoir été informé tardivement de l'accident et qu'il est de ce fait possible que l'accident soit survenu en dehors du temps de travail. Autre réserve motivée qui peut être invoquée, c'est le fait pour l'employeur d'observer que le salarié a continué à travailler après l'accident et l'a informé tardivement de la survenance de cet accident.
Par contre, le fait d'évoquer exclusivement l'état de santé antérieur du salarié ne va pas suffire à constituer une réserve motivée. C'est pas quelque chose que vous pouvez invoquer pour éventuellement faire part de vos doutes sur la réalité et la matérialité des faits. Merci, c'était très clair. Comment se déroule la reconnaissance d'un accident du travail et quel est le rôle des employeurs pendant cette procédure? Alors, c'est une procédure qui peut être assez complexe. Donc, une fois que vous avez réalisé la déclaration d'accident du travail, donc comme on vient de le voir, vous pouvez mettre des réserves. Je le rappelle, vous avez jusqu'à 10 jours pour le faire à partir de la date de la DAT. La CPM, quant à elle, va disposer d'un délai de 30 jours francs à compter de la date à laquelle elle aura réceptionné la déclaration d'accident du travail et le certificat médical pour soit statuer directement sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations. Donc, lorsque la CPM statue directement sur le caractère professionnel de l'accident. Donc là, c'est dans l'hypothèse où le caractère professionnel de l'accident ne fait pas débat, donc il n'y a pas eu de réserve motivée de la part de l'employeur. Dans ce cas-là, la CPM va rendre sa décision en se basant sur la déclaration d'accident du travail et sur le certificat médical initial qui a été établi par le médecin, et ce, sans qu'aucune phase d'instruction ne soit nécessaire. Donc, en gros, elle va rendre sa décision à l'issue d'un délai de 30 jours. Donc, la caisse aura statué sur le caractère professionnel. Soit elle va établir que l'accident est bien d'origine professionnelle, soit elle va rejeter la reconnaissance en tant qu'accident du travail et estimer que l'accident n'a pas de lien avec le travail. Deuxième cas, ça peut être un peu plus compliqué. La CPM peut engager des investigations. Donc ça va être lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées de l'employeur. Elle va engager des investigations si le caractère professionnel de l'accident est discutable. Donc cette phase d'investigation, elle peut durer jusqu'à 70 jours. Là encore, à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical. Lorsqu'il va y avoir une phase d'investigation, la CPM va adresser un questionnaire portant sur les circonstances et les causes de l'accident à l'employeur et également aux salariés ou à ses représentants en cas de décès. Et ce questionnaire va être envoyé aux parties dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle aura disposé de la DAT et du certificat médical. Et il sera à retourner dans un délai de 20 jours francs à compter de la date à laquelle vous l'aurez réceptionné. Il faut savoir aussi que quand il y a un décès du salarié, quoi qu'il en soit, la caisse procède obligatoirement à une enquête. Ensuite, à l'issue de ces investigations, et donc au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de tous les documents nécessaires, la caisse va mettre le dossier à disposition donc du salarié et aussi à la disposition de l'employeur. Donc à partir de ce moment-là, vous avez une phase contradictoire qui démarre. Donc l'entreprise comme le salarié auront un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire part éventuellement de leurs observations respectives. Ces observations seront annexées au dossier et elles serviront par la suite à la CPM pour prendre sa décision. Au terme de ce délai de 10 jours, le salarié et l'employeur peuvent continuer à consulter le dossier, mais par contre, ils ne peuvent plus émettre de nouvelles observations. Et donc, la CPM va finalement rendre sa décision, donc c'est-à-dire statuer sur le caractère professionnel de l'accident, au terme d'un délai de 90 jours maximum après la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. Donc en gros, c'est simple, si le caractère professionnel ne fait pas débat, la caisse peut statuer en 30 jours. Par contre, si des investigations sont nécessaires, là la caisse peut statuer jusqu'à 90 jours après avoir reçu tous les documents nécessaires. Quoi qu'il en soit,
toutes ces démarches, que ce soit répondre aux questionnaires envoyés par la CPM, consulter le dossier ou même faire des observations, toutes ces démarches peuvent être réalisées en ligne via le service questionnaire-risquepro.amelie.fr. Il faut savoir que la CPM vous communiquera à vous et aux salariés les identifiants pour vous connecter sur ce service dès le début de la procédure. Donc généralement, elle va le faire par courrier, il me semble. Donc voilà. Merci beaucoup Alexandra. Vous êtes nombreux à nous poser des questions. Merci beaucoup. Je vous rappelle que pour les questions qui vont être un petit peu plus spécifiques à des cas particuliers, n'hésitez vraiment pas à la poser directement à nos juristes. Votre première question, la première réponse plutôt, vous est offerte. Et Elodie vous a envoyé le lien sur le chat. C'est avec plaisir que nos juristes vous répondront. Prochaine question, l'employeur peut-il contester la décision de reconnaissance ? Oui, tout à fait. L'employeur a la possibilité de contester le caractère professionnel de l'accident lorsque celui-ci est reconnu par la CPM. Donc pour ça, il faut qu'il se réfère au courrier qui lui notifie la décision de la CPM. Les voies de recours, elles figurent dessus. En principe, il y a une phase amiable qui est obligatoire devant la commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. Si toutefois la décision qui est prise par la CRA en réponse à la contestation ne donne pas satisfaction, il y a ensuite la possibilité de saisir par voie contentieuse le tribunal judiciaire. Voilà. Et du coup, on y reviendra un peu après, mais c'est que parfois, il peut y avoir un intérêt à contester le caractère professionnel de l'accident quand il est reconnu par la CPM, dans la mesure où la reconnaissance d'un accident du travail impacte le taux de cotisation accident du travail maladie professionnelle qui est applicable à l'entreprise. On y reviendra un peu plus tard. Merci beaucoup. Nous allons du coup commencer notre troisième grande partie. Nous avons déjà des questions sur effectivement ce type d'accident du travail. Donc, que peux-tu nous dire sur le registre des accidents du travail bénin ? Alors, le registre des accidents du travail bénin, il permet aux entreprises de répertorier les accidents du coup dits bénins qui sont sans gravité, qui surviennent dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire les accidents qui ne vont pas donner lieu à un arrêt de travail et qui ne nécessitent pas de dispenser aux salariés victimes des soins pris en charge par l'assurance maladie. Donc ces accidents bénins, ils doivent être inscrits sur le registre dans les 48 heures. Donc là encore, le dimanche et jour férié ne comptent pas. Et sur ce registre, l'employeur va devoir indiquer notamment le nom de la victime, la date et le lieu ainsi que les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions et également le visa du donneur de soins, c'est-à-dire la personne qui a éventuellement soigné le salarié. Ok. Quelles sont les entreprises concernées ? Alors, il y a seules certaines entreprises sont autorisées à tenir un tel registre. Pour ça, elles doivent remplir certaines conditions. Donc, premièrement, elles doivent disposer de la présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier diplômé d'État ou encore d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise qui détient un diplôme national de secouriste complété par un diplôme de sauveteur secouriste au travail qui est délivré par l'INRS ou la CARSAT. Deuxième condition, cette entreprise doit avoir un poste de secours disponible. Et enfin, elle doit également avoir respecté ses obligations concernant la mise en place d'un comité social et économique dans l'entreprise. Et il faut savoir que depuis le 1er janvier 2021, les entreprises qui remplissent les conditions précédemment citées n'ont plus besoin d'obtenir l'autorisation de la CARSAT pour tenir un registre des accidents du travail bénin. Merci beaucoup Alexandra, j'espère que ça répond à votre question, à la question d'une de nos participantes qui était est-ce que le registre d'accident du travail bénin est obligatoire ? Du coup non, il n'est pas obligatoire. Quatrième grande partie sur la prévention du coup des accidents du travail et votre responsabilité en tant qu'employeur et quels sont les intérêts, quel intérêt ont les entreprises à prévenir les accidents du travail ?
Alors, il y en a plusieurs. Le premier, donc, ça peut être voilà l'impact qu'a l'accident du travail sur le taux de cotisation AT-MP qui est applicable à l'entreprise. Il faut savoir que plus une entreprise a un nombre d'accidents du travail élevé, plus son taux de cotisation sera également élevé. La cotisation accident du travail, maladie professionnelle, il faut savoir que c'est une cotisation qui est versée chaque mois par l'employeur. Elle couvre justement les risques accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet. Et ce taux de cotisation va être communiqué aux entreprises par la CARSAT. Il dépend de plusieurs éléments. Il va dépendre du risque engendré par l'activité principale de l'établissement. C'est ce qu'on appelle le niveau de sinistralité. Il va dépendre aussi du mode de tarification qui est applicable à l'entreprise. Donc, je ne vais pas le détailler ici, mais il existe plusieurs modes de tarification qui sont le mode individuel, mixte ou collectif. Et ce mode, en fait, dépend aussi de la taille de l'entreprise. Et enfin, le taux de cotisation va dépendre de la fréquence et de la gravité des sinistres auxquels l'entreprise est confrontée. Une autre raison qui peut également justifier que les entreprises ont intérêt à prévenir les accidents du travail, c'est le coût de ces accidents en matière d'indemnités complémentaires. Lorsqu'un accident du travail entraîne un arrêt de travail, donc le salarié va percevoir les indemnités journalières versées par la CPAM, mais en complément, l'employeur doit également lui verser des indemnités complémentaires dès lors que le salarié remplit certaines conditions bien précises. Donc, à savoir, il a au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, il est pris en charge par la sécurité sociale, il est soigné en France ou dans l'un des États membres de l'espace économique européen et il a bien justifié son absence dans les 48 heures par le biais d'un certificat médical. Donc, le montant des indemnités complémentaires, il va varier en plus selon la durée de l'absence et selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. En cas d'accident du travail, ces indemnités vont être versées sans délai de carence, donc c'est-à-dire à compter du premier jour d'absence du salarié. Donc c'est un élément qui est également à prendre en compte. Également, une troisième raison à prévenir les accidents du travail, c'est le fait que la responsabilité de l'employeur en cas d'accident du travail peut être engagée au titre de la faute inexcusable. Et ça implique de nombreuses conséquences en termes d'indemnités et de dommages et intérêts qui peuvent être versés aux salariés. On y reviendra un petit peu plus tard. Et enfin, une autre raison, c'est un autre enjeu, c'est celui de préserver l'image de l'entreprise, parce qu'une entreprise au sein de laquelle le taux d'accidentologie est élevé voit nécessairement son image dégradée. Indirectement, elle peut rencontrer par la suite des difficultés de recrutement et être également confrontée à un fort turnover au sein de ses équipes. Et c'est jamais bon pour l'image d'une entreprise. On n'y pense pas souvent, mais c'est important. Absolument. Merci Alexandra. Qu'est-ce que la faute inexcusable? On a plusieurs questions de nos participants sur ça. Et quelles sont les conséquences financières pour l'entreprise? Alors, en cas d'accident du travail, donc on l'a dit, la responsabilité de l'employeur, elle peut être engagée au titre de sa faute inexcusable. Donc, la faute inexcusable de l'employeur, elle va pouvoir être retenue lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, mais qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Donc, en tant qu'employeur, la conscience du danger, c'est celle que vous devez ou auriez dû avoir en tant que professionnel averti, c'est-à-dire compte tenu de votre expérience et des connaissances techniques que vous avez. Donc, en matière d'accident du travail, la responsabilité de l'employeur va pouvoir être engagée au titre de la faute inexcusable dès lors qu'un manquement à une règle de sécurité peut lui être reproché. À titre d'exemple, j'ai un arrêt de la Cour de cassation qui date un peu, mais qui illustre bien tout ça, qui date du 27 février 2003, dans le cadre duquel, en fait, un salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il conduisait un camion de chantier de 26 tonnes sur un chemin qui était normalement interdit aux poids lourds de plus de 10 tonnes. Au passage du poids lourd, la chaussée s'est effondrée et le véhicule a basculé, ce qui a grièvement blessé le chauffeur. Et donc là, dans ce cas-là, l'employeur avait conscience
conscience du danger auquel il exposait son salarié en le laissant circuler sur une chaussée non adaptée au poids du véhicule. Et d'ailleurs, lors de la conclusion du marché, la mairie avait bien informé l'entreprise du danger qui était lié à l'état de la chaussée. Par ailleurs, bien que l'employeur ait donné à ses salariés les consignes de sécurité nécessaires concernant cette dégradation de la chaussée, il n'a pas pris d'autres mesures par la suite au regard de l'évolution continue de la dégradation de la chaussée. La chaussée continuait à se dégrader et malgré ça, il n'a pas pris de nouvelles mesures pour préserver la sécurité des salariés, et ce qui fait que la faute inexcusable dans ce cas-là avait été retenue. Néanmoins, il faut savoir que l'employeur, il peut tout à fait échapper à la mise en œuvre de sa responsabilité. Donc, dans 2 cas, soit il parvient à établir qu'il n'avait pas conscience ou ne pouvait pas avoir conscience du danger qui était encouru par le salarié, compte tenu là encore de son expérience et ses connaissances techniques, soit il avait effectivement conscience du danger, mais s'il parvient à établir qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, dans ce cas-là, il peut échapper à la mise en œuvre de sa responsabilité. Concernant maintenant les conséquences financières, donc il faut savoir que lorsqu'un salarié estime que l'accident résulte de la faute inexcusable de l'employeur, il peut agir en justice pour obtenir d'une part un complément d'indemnisation. La reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur, elle ouvre en effet droit au profit du salarié ou de ses ayants droit à une indemnisation complémentaire qui peut prendre plusieurs formes. Quand il y a une incapacité permanente qui va résulter de cet accident du travail, le salarié va obtenir de la CPM soit une indemnisation sous forme de rente ou sous forme de capital. Tout va dépendre le taux d'incapacité permanente qui lui est attribué. Et donc, dans ce cas-là, en cas de faute inexcusable, le salarié va pouvoir demander une majoration de cette rente d'incapacité permanente ou du capital. Tout dépendra si son incapacité permanente est supérieure ou non au taux de 10%. Donc là, c'est la CPM qui va indemniser le salarié victime de la faute inexcusable de l'employeur. Et la CPM va disposer ensuite d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour récupérer le montant de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente qui a été versée. Et il faut savoir que cette action récursoire de la CPM à l'encontre de l'employeur ou de l'assureur, elle se prescrit par 5 ans. Ce qui veut dire que pendant 5 ans, la CPM est en droit de réclamer le remboursement du montant versé aux salariés au titre de l'indemnisation complémentaire. D'autre part, l'employeur peut être contraint de verser des dommages et intérêts aux salariés qui sont destinés à réparer les préjudices personnels qu'il subit et qui ne sont pas réparés par la rente ou l'indemnité en capital. Donc ça peut être par exemple un préjudice causé par les souffrances physiques ou morales qui sont endurées par le salarié. Ça peut être une réparation pour les préjudices esthétiques ou d'agrément. Ça peut également être une réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Et il faut savoir que ce droit à réclamer des dommages et intérêts, il s'étend aussi en cas de décès au préjudice moral qui est subi par les ayants droit de la victime. Donc ça peut chiffrer très vite. C'est sûr. Merci beaucoup, Alexandra. Comme je vous le disais en début de webconférence, le sujet, vous l'avez vu, est très dense et assez complexe. Du coup, on a un petit peu dépassé le temps. Mais là, on va arriver à notre partie vrai-faux sur vraiment des cas assez opérationnels que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise. Et ensuite, nous passerons à vos questions. Vu le nombre de questions, je pense que nous ne pourrons pas toutes les traiter, mais encore une fois, je vous invite à poser votre question directement à nos juristes. Votre première question est gratuite. Premier vrai-faux, Alexandra, l'employeur peut-il licencier un salarié en arrêt maladie pour accident du travail ?
Alors c'est vrai, mais pas dans n'importe quelle condition. Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour accident du travail, il est en effet possible de le licencier. Le salarié bénéficie d'une protection, mais qui n'est pas absolue, puisque l'employeur peut rompre son contrat de travail s'il justifie d'une faute grave du salarié ou encore de l'impossibilité de maintenir son contrat pour un motif qui est étranger à l'accident du travail. En dehors de ces deux cas, le licenciement n'est pas possible. Donc, par conséquent, tout licenciement qui va être prononcé en raison de l'état de santé du salarié sera discriminatoire et donc nul. Et il faut savoir qu'en cas de contentieux devant le Conseil de prud'homme, vous pouvez être condamné à réintégrer le salarié dans l'entreprise ou à défaut au versement d'une indemnité à votre charge qui sera égale à 6 mois de salaire. L'accident qui survient en télétravail peut-il être reconnu comme accident du travail? Question qui intéresse pas mal de nos participants. Alors oui, c'est vrai. Dans le cadre du télétravail, donc la présomption appliquée à l'accident du salarié est la même que celle appliquée à l'accident qui survient au sein de l'entreprise. En effet, le Code du travail prévoit que l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail. À ce sujet, la Cour de cassation a précisé les contours de cette présomption. Donc, elle a, dans un premier temps, estimé que l'accident survenu en télétravail en dehors du temps de travail n'est pas un accident du travail. Donc, si l'accident survient alors que le salarié en télétravail s'est déconnecté, donc il a débadgé, il a pointé sa fin de journée, dans ce cas-là, l'accident ne se déroule pas pendant le temps de travail et n'est donc pas présumé comme ayant un caractère professionnel. Et cela, même si, par exemple, le salarié avait débadgé, par exemple, depuis 1 minute, ça ne change rien, ce n'est plus pendant le temps de travail. Donc cette solution, elle s'applique voilà, dans ce cas-là, même si la déconnexion venait d'être faite. Et autre point aussi que la Cour de cassation a précisé, c'est que l'accident qui ne survient pas sur le lieu de travail n'est pas un accident, l'accident qui ne survient pas sur le lieu du télétravail, pardon, n'est pas un accident du travail. Si l'accident survient dans un lieu qui n'est pas celui du télétravail, par exemple sur la voie publique, la présomption du caractère professionnel tombe également. Là, dans un cas précis, la Cour de cassation, donc dans ce cas-là, il y avait un salarié en fait qui s'était rendu sur la voie publique en raison d'une coupure de sa connexion Internet et il voulait voir ce qui se passait parce qu'il y avait des travaux qui étaient en cours à ce moment-là dans la rue. Et donc, il a été blessé par un poteau téléphonique qui était endommagé. Et donc là, selon les juges, en sortant de son domicile, le salarié a interrompu son travail alors qu'aucune obligation lui avait été faite par son employeur de trouver la panne informatique. Et donc, du coup, dans ce cas-là, l'accident du travail n'a pas été retenu, puisqu'il n'était plus sur son lieu de télétravail. Merci, c'est très clair. L'employeur doit organiser une visite de reprise après un arrêt pour accident du travail. Alors, c'est vrai et faux. Lorsqu'un arrêt de travail a été prescrit au salarié suite à un accident du travail, l'employeur n'a pas forcément l'obligation de lui faire passer une visite de reprise à l'issue de l'arrêt. Tout va dépendre en fait de la durée de cet arrêt. Lorsque l'arrêt de travail a duré moins de 30 jours, la visite médicale de reprise n'est pas obligatoire. Par contre, en revanche, lorsque l'arrêt de travail a duré au moins 30 jours, l'employeur doit faire passer une visite médicale de reprise au salarié. Et cette visite doit avoir lieu dans les 8 jours calendaires qui suivent la reprise du travail auprès de la médecine du travail. Elle a lieu également pendant le temps de travail du salarié ou si ce n'est pas possible en dehors de ses horaires, mais dans ce cas-là, l'employeur doit rémunérer le temps nécessaire aux examens. Et il faut savoir aussi qu'à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail peut très bien déclarer le salarié apte au travail, apte avec réserve ou voire même inapte au travail. Donc dans ce cas-là, une visite de reprise de toute façon peut généralement nécessiter des adaptations de poste par la suite lorsque le salarié reprend son travail. Le suicide d'un salarié peut être reconnu comme un accident du travail. Oui, c'est vrai.
C'est tout à fait possible qu'un suicide ou qu'une tentative de suicide soit reconnue comme un accident du travail par la CPM ou à défaut même par les juges lorsque celui-ci est saisi. La prise en charge d'un suicide ou d'une tentative de suicide, elle va dépendre des circonstances dans lesquelles l'accident intervient, évidemment. Lorsque le suicide a lieu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, dans ce cas-là, l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité. Donc, dans ce cas, la victime ou ses ayants droit n'auront pas approuvé le lien avec le travail. C'est à l'employeur de démontrer l'absence de lien avec le travail pour faire tomber cette présomption. Et inversement, lorsque le suicide intervient au domicile du salarié, en principe, la présomption ne joue pas, mais les ayants droit peuvent prouver le lien avec le travail s'il existe. Merci beaucoup Alexandra pour l'ensemble de ces réponses. La réponse à notre sondage du coup que je vous avais posé en début de webconférence, le gouvernement envisage de mettre un délai de carence en cas d'arrêt pour accident du travail. Vous avez été 58% à répondre faux et 41% à répondre vrai. Alexandra, la réponse? C'est faux. Alors, j'explique un petit peu rapidement. Le gouvernement envisage bien d'augmenter le nombre de jours de carence, mais c'est pour les arrêts pour maladie ou accident non professionnel. Actuellement, tout salarié à qui est prescrit un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, il doit appliquer un délai de carence de 3 jours. Et c'est vrai que le gouvernement envisage peut-être de rallonger ce délai jusqu'à 7 jours, ce qui lui permettra à l'État évidemment de réaliser des économies qui a priori pourraient aller jusqu'à 1 milliard d'euros par an. Et du coup, pour ne pas trop impacter les salariés, il se dit qu'il n'est pas impossible que la prise en charge de ces jours de carence supplémentaires soit supportée par les employeurs, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, donc à voir ce que ça donne par la suite, mais en tout cas, ça ne concerne pas les arrêts de travail pour accident du travail. Merci beaucoup Alexandra. Nous allons pouvoir passer à vos questions. Je sais qu'on est le temps est un petit peu dépassé, mais on va quand même essayer de répondre à une ou deux questions. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr poser votre question à nos juristes directement via le lien que vous envoie Elodie. Première question qui a été largement votée, plébiscitée par nos participants. Accident lors d'une pause de 20 minutes ou lors d'une pause déjeuner sur le lieu de travail, mais hors lien de subordination, accident de travail ou non accident de travail? Alors, a priori, si en effet si le salarié n'est plus placé sous l'autorité de son employeur à ce moment-là, ça a beau être sur le lieu de travail, vu qu'il n'y a pas de lien d'autorité à ce moment-là, il y a de grandes chances, en effet, que la CPM ne reconnaisse pas le caractère professionnel de l'accident. Mais là encore, voilà, on ne peut pas affirmer à 100% non plus. Tout va dépendre de certaines circonstances, de certains détails. Mais là, comme ça, avec ces éléments-là que j'ai là maintenant, il y a peu de chances que la CPM reconnaisse le caractère professionnel de cet accident. Merci beaucoup Alexandra. Et une question qui me semble très intéressante au vu des discussions actuelles au sein du gouvernement. Y a-t-il des changements concernant les arrêts pour accident du travail suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 sur les congés payés? Alors oui, ouais, vous en avez peut-être entendu parler là ces derniers jours, mais la loi relative justement au droit à congé payé durant l'arrêt maladie, qu'on connaît aussi sous le nom de la loi DADU, elle a été publiée là cette semaine au journal officiel et elle est entrée en vigueur hier d'ailleurs. Oui, hier. Et du coup, donc, elle était attendue parce que c'est vrai qu'elle permet aux salariés en arrêt pour accident ou maladie d'origine non professionnelle, donc maintenant d'acquérir 2 jours ouvrables de congé par mois d'absence dans la limite de 24 jours ouvrables. Donc, mais
On en a un peu moins parlé, mais c'est vrai que cette loi elle a aussi un impact concernant les arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Alors je m'explique. Jusqu'à présent, le salarié qui était en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, il pouvait accueillir des congés payés dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an. Donc, si l'arrêt de travail durait plus d'1 an, l'absence n'aurait plus le droit à congé au-delà de cette durée d'1 an. Désormais, là, cette limite d'une durée d'1 an, elle a été supprimée. C'est effectif depuis hier. Donc maintenant, sont considérées comme des périodes de travail effectives pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, et ce sans limite de durée d'1 an. Ce qui signifie concrètement que les salariés dont l'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle dure plus d'1 an, ils continueront à acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, y compris au-delà des 1 an. Donc le salarié peut acquérir des congés sur la totalité de la période de suspension, ce qui n'était pas le cas avant puisque c'était limité à une durée d'1 an ininterrompue. Voilà. Merci beaucoup Alexandra, merci pour toutes ces réponses très claires. Pour aller plus loin et vraiment reprendre toute la procédure que vous expliquez Alexandra, découvrir les nouveautés des jurisprudences, etc. qui sont dans ce dossier, je vous invite à télécharger donc le dossier complet écrit par Alexandra qui comporte des modèles de lettres, des formulaires de CERFA. Que vous pouvez du coup retrouver sur notre site Jury Travail ou que Elodie vous a envoyé par lien. Je vous invite également à l'issue de la webconférence à aller voir les formules du coup que nous vous proposons en tant que professionnels qui vous permettront de contacter du coup un juriste et vraiment d'avoir un accès en illimité à l'ensemble de notre base documentaire et nos modèles et bien sûr d'avoir accès à votre convention collective. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui sera le jeudi 30 mai sur un sujet d'actualité qui touche toutes les entreprises, RGPD, intelligence artificielle, cybersécurité. Comment faire pour protéger votre entreprise et comment réagir face aux attaques. Alexandra, merci infiniment de toutes ces réponses-là. C'était vraiment très clair. Merci à tous pour votre participation. Et désolée pour le temps, mais voilà, c'était extrêmement riche. Merci à tous pour votre fidélité et à très très bientôt sur Jury Travail.